Ayant mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les filles 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Ego, take a seat, non? Ouvre les yeux maintenant et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de recevoir un warrior. J'ai nommé Lucas. Take a seat, Salut, Lucas. Ego. Salut, tu vas bien? Ça va super et toi? Ça va, Tu- alhamdoulilah. Tout va bien? Ouais, ça va. C'est bien, c'est bien. Lucas, merci d'avoir accepté l'invite, frangin. Merci à vous. C'était important de te recevoir, sincèrement, que tu nous partages ton histoire, que tu nous partages ton savoir et que tu nous dises qui tu es. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, pardon, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Lucas. J'ai 20 ans, pardon. Et voilà, je suis connu un peu sur TikTok sous le nom de Olbezeo. C'est comme ça un peu les gens ils m'ont connu. C'est le nom Olbezeo, c'est un nom atypique. C'est avec ce nom-là que voilà, les gens ils m'ont connu. Hein. Et voilà. D'accord. Ok, très bien. Alors, ici, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est retracer le parcours. Donc, où est né Lucas? Ah, ok, j'ai compris. Mhm. Moi, je suis né au Brésil le 22/02/2002 à São Paulo. Et je suis venu en France il y a quelques années. Je me suis fait adopter avec mes petits frères qui sont à Lyon. D'accord. D'accord. T'es venu, t'avais quel âge ici? J'avais 13-14 ans, je pense. 13-14 ans. Ah, D'accord. Mais dans quelles circonstances t'es venu ici? T'as été adopté? en fait, j'étais dans un foyer au Brésil. Ok. Et après, il y a une famille française qui est venue jusqu'au Brésil. Après, j'ai fait 1 mois d'adaptation avec la famille. Et après, dès que l'adaptation elle était faite, on est venu en France. Et je suis venu à Villeparisis. Quand je suis arrivé en France, j'étais à Villeparisis dans le 77. Et voilà. Hein. D'accord, très bien. Très bien. Et du coup, les premiers mois d'adaptation ici en France, comment c'était? Après, moi, j'ai eu de la chance. Je suis arrivé entre juillet et août, donc c'était l'été. Il faisait chaud. Moi, je venais du Brésil. Je me suis dit, il fait chaud en France, c'est bien. Et après, avec le temps, j'ai compris qu'il faisait froid. Hein, j'ai du mal. Même dans le foot, parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui adore le foot, qui kiffe le foot. Et quand je suis arrivé en France, le changement climatique, il m'a mis un coup sur mon avenir au foot. Mhm. J'ai eu du mal, j'avais trop froid, j'arrivais pas à aller à l'entraînement et j'ai dû m'adapter. Et maintenant, ça va. D'accord. Mais au Bon. début, c'était dur. D'accord, très bien, très bien. Donc, du coup, tu disais que tu es arrivé relativement jeune ici, 13-14 ans. Tu étais chez tes parents, adoptifs cette fois-ci. Oui. Et comment se passait l'entente? Au début, je parlais pas français. Ça veut dire on se comprenait avec des gestes. Hein. Mhm. Avec des gestes et à fur et à mesure, parce que moi, j'ai fait une sixième spécifique. Donc, dans ma sixième, j'avais que des cours de français toute la journée. J'étais avec des gens pour apprendre le français. C'était pas une classe normale. Et ça veut dire, avec le temps, à force de français, plus à la maison qu'au français, la télé, français, au bout d'un an, je commençais déjà à peut-être pas forcément bien parler, mais je pouvais tenir une discussion. Mhm. Et voilà, avec le temps, on s'est compris, en fait. C'est avec le temps. Au début, on se parlait pas beaucoup. D'accord. Et il y avait une bonne relation, vous vous entendiez bien? Ou il y avait déjà quand même une petite différence, il y avait des petites tensions qui naissaient? La tension, elle s'est créée très vite, hein, le fait que j'ai connu mes parents, mes vrais parents de naissance, je les ai connus. Donc, directement, il y avait un conflit parce que moi, je suis pas venu parce que j'avais envie de venir. Moi, je suis venu suite à un ultimatum. Parce que moi, il faut savoir qu'au Brésil, on a reçu plusieurs demandes. Il y avait plusieurs familles qui voulaient nous adopter, mes petits frères et moi. Mais moi, j'ai toujours refusé. Je dis, je venais pas, je venais pas. Jusqu'à un moment, ils m'ont mis un ultimatum. Ils ont dit, OK, toi, tu pars pas, tu restes. Mais tes petits frères, ils partent. Et du coup, j'ai suivi mes petits frères. Hein, j'avais pas le choix. Hein. Mhm.
Ça veut dire, dès le début, il y avait déjà un conflit à la base, parce que moi, je voulais pas venir en France. Mais avec le temps, ça va, et après, encore conflit, parce que j'acceptais pas le fait qu'il voulait être mon père, alors que je savais que c'était pas mon père. Mhm. Et ça veut dire, ça avait fait un conflit, mais ça va. D'accord. Et tu viens de soulever un bon point. Tu as dit que tu as connu tes parents biologiques. Oui, oui, je les ai connus. D'accord. À quel moment? Et comment ça s'est passé? Tu as toujours vécu en foyer au Brésil? Non, déjà, faut savoir que moi, mon père, je l'ai pas connu directement. Je pourrais pas vous dire pourquoi, hein. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais Pourquoi tu peux pas nous dire? Parce que c'est trop intime, c'est trop non, douloureux? c'est que même moi, je sais Ou... pas pourquoi il était pas là au début. Je sais que je grandissais, j'entendais parler de mon père, les gens ils parlaient de mon père, mais je savais pas c'était qui au début. Et mon père, il a apparu longtemps après, parce qu'il habitait chez ma grand-mère et avec ma mère. Et longtemps après, mon père, il a apparu comme par magie. Après, moi, j'étais petit, il m'a acheté avec de l'argent. Il m'a donné un petit billet et après, c'était fait, hein, c'était réglé. Et après, avec le temps, j'étais avec ma grand-mère au début. Mais quand mon père, il est revenu, je suis parti habiter avec mes parents. Mais c'était pas trop ça. C'est-à-dire que je suis reparti habiter avec ma grand-mère. En fait, ma grand-mère, elle a adopté mon père. C'était pas ma grand-mère de sang, c'était une grand-mère adoptive par rapport à mon père, qu'il était adopté. Et ça veut dire, je suis parti habiter chez cette grand-mère-là. Franchement, ça se passait bien jusqu'à un moment où elle est partie. C'est-à-dire, je suis reparti habiter avec mes parents. Et vu que dans ma famille, c'était tous dans le trafic, ça s'est pas très bien passé avec la suite. J'ai perdu mon meilleur ami. Et après, ma mère, elle a pété un plomb et m'a mis dans un foyer avec mes petits frères. Et ta mère aussi était dans le trafic? En fait, ma mère, elle suivait mon père parce que mon père, il sait ni lire ni écrire. C'est ma mère qui lisait pour lui, qui écrivait pour lui. Mon père, il savait qu'au compter. Ça veut dire, ma mère était tout le temps avec lui. Jusqu'à un moment où j'ai perdu mon meilleur ami dans la favela. Il s'est fait tirer dessus. Et voilà, après, ma mère, elle a pété un plomb, m'a mis dans un foyer avec mes petits frères. Et depuis ce jour-là, je les ai plus jamais revus. Jusqu'à maintenant. Et jusqu'aujourd'hui, tu sais pas s'ils sont toujours en vie ou non? Ouais, jusqu'à l'âge de 20 ans, là, je sais pas s'ils sont en vie, j'ai pas de nouvelles. J'ai des sœurs, j'ai pas de nouvelles de mes sœurs. J'ai des grands frères, j'ai jamais connu mes grands frères. Et voilà, hein. Mhm. Comment tu arrives justement à te construire tout en sachant que tu sais même pas si tes parents biologiques sont vivants ou non? Après, je sais pas comment expliquer, mais quand on est détruit, on peut se reconstruire en vrai. Tu peux pas être plus blessé que ça. Et en fait, c'est pour ça que même par la suite, quand j'étais SDF, je pensais à ça en vrai. Je me disais, en vrai, j'ai déjà plus de mère, plus de père, plus personne. En vrai, je peux que tenir. J'ai qu'au Dieu et je peux que tenir. Et c'est comme ça que ça s'est avancé, hein. Et depuis, je me dis, en fait, je partais du principe que j'avais plus rien à perdre. Si je devais mourir dans la rue, j'allais mourir dans la rue et c'est comme ça que ça s'est fait, hein. Je suis resté, le temps il est passé, jusqu'à que, grâce à Dieu, maintenant je suis bien. Mais c'est comme ça que ça s'est passé en vrai. Pour me reconstruire, j'ai dû d'abord accepter que j'étais déjà détruit. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer un peu, hein. Mhm. Et voilà, tu disais qu'avec tes parents adoptifs, il y avait quand même cette cassure. Mais tu leur en voulais à eux directement? Non, je l'en voulais pas, j'en voulais à mes parents. Biologique. À biologique. Après, je sais pas comment expliquer. Vous imaginez, vous êtes né au Brésil, vous voyez plus vos parents, vous avez l'espoir de revoir vos parents, et on vous arrache comme ça et on vous emmène quelque part que vous connaissez pas. Mhm. C'est ça qui a fait le choc. Après, franchement, mes parents adoptifs, j'ai rien à dire sur eux, hein. Ils m'ont toujours pris soin de moi. Moi, j'ai pas toujours été facile à la maison, hein. Ils ont toujours pris soin de moi, ils m'ont toujours donné tout ce que j'avais besoin. C'est-à-dire que mes parents adoptifs, c'est pas les fautifs que ma situation par la suite elle s'est dégradée. D'accord. Franchement, ils ont été bien avec moi. Et tes parents biologiques? J'en voulais surtout à mon père, parce que mon père, il tapait ma mère. Mais sinon, j'ai eu une crise. J'ai fait des crises où j'avais des dépressions. Parce qu'en fait, je sais pas, j'étais peut-être trop jeune, je comprenais pas la vie. Mais en tout cas, c'était dur, hein. C'était des époques dures dans ma vie, c'est là. Quand je voyais plus mes parents, il faut savoir au foyer. Au foyer, j'étais au foyer au Brésil. Il faut savoir qu'avant d'aller au foyer au Brésil, j'ai dit à mon père, est-ce que vous allez venir me visiter, moi et mes petits frères? Et ma mère et mon père m'avaient dit oui, droit dans les yeux, ils sont jamais venus. Et c'est ça qui m'a marqué avec la suite, qui m'a fait faire des dépressions, le fait de se sentir seul, le fait de voir les gens avec leurs parents et toi, t'en as pas. Et voilà, hein, c'est ça qui a fait qu'avec le temps,
j'étais blessé. Et j'ai toujours été blessé. Depuis que je suis petit, je suis blessé. Ça veut dire grandir comme ça, plus une famille adoptive qui est là pour ton bien, mais que toi, t'es blessé. Et c'est dur à... Je sais pas comment bien expliquer. Mhm. Tu vois, c'est pas clair. Mais en tout cas, j'ai beaucoup souffert, mais maintenant, ça va. Hein. Mhm. Maintenant, alhamdoulilah. Aujourd'hui, tu as des nouvelles de tes petits frères et sœurs? Ouais, de mes petits frères. Mes sœurs, elles sont grandes, elles sont au Brésil, Ok. mais mes petits frères, ouais, ils sont à Lyon, ils vivent bien. Vu qu'ils sont arrivés petits, bah, pour eux, c'est leurs parents. Donc, en fait, pour eux, ils sont pas adoptés. Pour eux, ils sont nés ici. Et voilà, mes petits frères, tant qu'ils sont bien, moi, je me plains pas. Mhm. Alhamdoulilah, ils sont bien, ils vivent bien, ils mangent bien, ils partent en vacances, ils vont à l'école. Ça va. D'accord, d'accord. Et Lucas, voilà, clairement, moi, je t'ai découvert un petit peu sur les réseaux, Ouais. voilà, où tu montrais ton quotidien. Moi-même, j'ai pu me rendre sur place à Versailles. J'ai pu échanger avec les personnes qui ont partagé ta vie. Je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais je sais que tu me comprends quand je dis ça. J'ai parlé avec des agents d'accueil pour avoir quelques informations, etc. Et ils m'ont tous dit de toi que tu étais quelqu'un de respectueux, tu étais quelqu'un de poli, tu étais quelqu'un d'aimable, vraiment. Moi, je veux que tu nous expliques, voilà, là, juste avant, tu nous as dit que tes parents adoptifs étaient clairement merveilleux avec toi, ils se sont très bien Ouais. comportés. Et pourquoi tu es parti de ce cocon? Comment vous expliquer, en fait, j'ai eu mon fils. Donc, j'avais 17 ans quand ma femme elle est tombée enceinte. Et en fait, il faut savoir qu'à mes 18 ans, à la base des bases, je comptais déjà repartir au Brésil. Ça veut dire que mes parents adoptifs, ils ont fait leur projet à côté. Ils se sont dit, moi, je pars à mes 18 ans au Brésil. Donc, de leur côté, eux, ils vont faire des projets. Et quand j'ai eu mon fils, bah, je ne pouvais plus repartir au Brésil. Donc, logiquement, dans leur projet, tu vois, ils avaient déjà fait leur projet de leur côté. Et tu vois, ce n'était pas prévu qu'il y ait mon fils. Ça veut dire, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, bah, soit tu gardes l'enfant et tu quittes la maison, soit tu ne gardes pas et tu restes à la maison. Et j'avais 17 ans, je me rappelle, j'étais parti de la maison, je suis resté 2 mois dehors. Je me suis débrouillé comme je pouvais, j'avais que 17 ans. Avec le temps, mes parents adoptifs, ils ont regretté le fait de m'avoir laissé tomber. Ils m'ont rappelé, ils m'ont mis dans un appart. C'est pour ça que je vous dis que mes parents adoptifs, franchement, malgré qu'ils m'ont laissé pendant 2 mois tomber, après, ils m'ont mis quand même dans un appart. Ils m'ont donné une poussette. Tu vois, ils m'ont donné de soutien pour mon fils quand même. Ils étaient là. Et vas-y, moi, j'ai trouvé une formation dans nettoyer, c'était pour nettoyer les métros. J'étais agent de nettoyage dans les métros et c'était en alternance. Agent d'entretien. Oh, en fait, je faisais ce travail-là juste pour permettre que mon fils et ma femme viennent à la maison, du coup. Mais ça a été refusé par l'assistance sociale et par le juge, parce que pour eux, ils n'avaient pas assez de revenus. Et c'était trop tôt, en fait. Pour eux, c'était trop tôt. J'avais que 17 ans. Ma femme, elle en avait 16. C'était trop tôt pour qu'on habite ensemble. Et voilà, moi, c'est-à-dire, ça m'a fait encore une dépression parce que moi, j'avais tout fait pour que mon fils et ma femme viennent à la maison. Ça veut dire que je suis tombé en dépression, parti dans le mauvais chemin. Et après, j'ai foutu là. Hein. Après, j'ai fait n'importe quoi jusqu'à que je perde l'appartement. Et c'est quoi le n'importe quoi dont tu parles? Bah, des fêtes, les poteaux qui viennent, ça fume, ça fait du bruit. Des fois, il y avait des bagarres, ceci, cela. Plus, tu vois, avec tous les jours, bah, la police venait tous les jours chez moi. Tous les jours, ils étaient là, tous les jours. Des fois, on tenait la porte, on était plusieurs à tenir la porte pour pas que la police rentre chez moi. Et avec le fur et à mesure du temps, on m'a viré. Hein. On m'a viré, ça veut dire, en vrai, je me sentais tellement seul que j'étais trop gentil avec les gens pour combler ce manque que j'avais en moi. Et tu vois, le fait d'avoir des gens autour de toi, ça te fait du bien. Mhm. Mais bon, au début, tu sais pas qui est qui. Quand Bien t'es sûr. bien, quand t'es bien, tu sais pas qui est qui. Mais c'est quand t'es mal, tu vois le vrai visage des gens. Et c'est là où j'ai compris qu'en vrai, j'avais merdé en vrai. J'avais fait n'importe quoi parce que c'était pas mes amis, eux. C'était juste là pour profiter du moment, faire le bazar. Mais quand je me suis retrouvé à la rue, il n'y avait plus personne. Mais bon, c'était déjà trop tard. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Problème de justice, tout. C'est comme ça que ça s'est fait. Mhm. Et à ce moment-là, tu étais toujours en contact avec tes parents adoptifs? On ne se calculait plus déjà. Genre, moi, là, c'était déjà fais ta vie. Ça y est, t'as ton fils, prends ton chemin. C'était un peu comme ça déjà. On se donnait pas trop de nouvelles, on s'appelait pas. Et voilà, hein, c'est comme ça que ça s'est fait. Et un jour, je me suis fait virer. Et là, le changement de vie, il a été
instantané, je sais pas comment on dit. Ouais, C'était direct. instantané. Direct. D'accord. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait en vrai. Et du coup, c'est à partir de là que tu as pris tes petites affaires et que tu es parti t'installer à Versailles. Non, je suis pas allé directement à Versailles. Au début, je dormais dans les bâtiments HL. D'accord. Je dormais dans les bâtiments HL, tout ça. Et un jour, comme ça, sur un coup de tête, je me suis dit, c'est mieux que j'arrive à Versailles. C'est mieux que je reste près de ma femme et mon fils, que ce soit pour manger. Ou, tu vois, parce que ma femme, elle était à côté, c'est-à-dire qu'elle pouvait me ramener des gamelles pour manger. Et elle était en foyer. Elle était en foyer. Et en fait, c'est un centre maternel. Ça accueille des jeunes mamans enceintes, Ok. soit avec leurs enfants. Et voilà. Et durant le premier mois ou le deuxième mois, j'ai dormi par infraction dans le foyer. Donc, je sautais tous les matins, tous les soirs, je sautais le grillage. Je rentrais par la fenêtre, elle m'ouvrait la fenêtre. Et avec le temps, bah, des fois, je partais même travailler. Le soir, je rentrais par la fenêtre. Et un jour, je me suis fait cramer hein, à cause de la fumette. Je me suis fait cramer et j'ai eu des problèmes de justice à cause de ça, d'ailleurs. Et après, la rue direct. Hein. Après, c'était obligatoire la rue. Il n'y avait plus de solution, plus de moyens de rentrer chez qui que ce soit. Et voilà, avec la suite, le temps il est passé jusqu'à un moment où j'ai commencé à filmer ma vie. Je filmais tout ce que je faisais, vraiment tout. Tout ce que je mangeais, je faisais. Et je montrais sur Internet jusqu'à un moment où je filmais ma toilette le matin. C'était un matin, comme ça, tôt le matin. J'ai fait ma toilette et j'ai fait une vidéo basique. Je savais même pas que ça allait faire des vues ou classique. J'ai mis sur TikTok. Et je vois qu'au bout de quelques heures, je suis déjà à des millions de vues. Et les gens, ils me donnent la force. Et c'est comme ça que ça a commencé après les réseaux. Mais du coup, Lucas, un jeune de 19 ans, tu avais 19 ans quand tu as décidé de t'installer précisément ou tu étais encore plus jeune? Quand installé quand? Enfin, à la gare de Versailles. Ah non, C'est un peu j'avais, dur de dire ça, mais faut j'avais- mettre des mots sur ta réalité. j'avais déjà 19 ans, je crois. Tu avais 19 ans. Ouais, je crois que j'avais déjà 19 ans. Je veux dire, le premier réflexe qu'on peut avoir quand on a 19 ans et quand on est dans on vit dans cette précarité-là, c'est frapper à la porte de chez certains amis. Pourquoi tu l'as pas fait? Franchement, faut savoir que c'était... En fait, déjà, il n'y a personne qui m'a proposé déjà au début. Faut savoir qu'il n'y a aucun qui m'a proposé. En fait, au début même, personne ne m'avait proposé. Ça veut dire, moi, j'ai pris mon chemin, moi. Tu vois, moi, j'aime pas demander aux gens. Ça veut dire, moi, je suis parti à Versailles et le temps, il est passé, c'est comme ça. Hein. Mhm. Mais ouais, au début, non. Personne ne m'avait dit, ouais, viens à la maison, reste quelque temps. T'inquiète, tu t'es fait virer, mais t'inquiète, on est là pour toi. On va t'aider. T'inquiète, on va te remettre bien. Il n'y a personne qui m'a vraiment dit ça concret. Moi, les gens, ils faisaient les choqués. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. C'était comme ça. Et après, c'est avec le temps où mes potos, après, ils ont pris conscience et ils m'ont aidé vers la fin. Mais ça va. Mhm. Tu leur en veux? Je leur en voulais au début. Mais si Dieu pardonne, je suis qui pour pas pardonner. Et en France, il y a certaines choses qui sont quand même mises en place pour des personnes comme toi qui traversent des passages difficiles. Après, il faut savoir. Ah, pardon. Pourquoi tu t'es pas réorienté vers ces structures-là? Ta femme qui est en foyer, comme tu viens de me le dire, les éducateurs n'auraient pas pu t'orienter vers ces structures-là? Après, vu que c'était des éducatrices de ma femme, il n'y avait rien à voir avec moi. En plus, moi, j'étais déjà majeur. Ça veut dire, moi, je me suis orienté plutôt vers le 115. Ça veut dire, je me suis orienté vers le 115. Au début, j'étais sur Paris. Au début, j'ai fait un petit moment sur Paris. J'ai appelé sur Paris. À chaque fois, ça me disait non parce que j'habitais pas sur Paris. Tu vois, fallait que je sois dans le département du 77, vu que je venais de Chelles. C'est-à-dire, à Paris, on m'a refusé. Ensuite, je suis allé à Versailles. J'ai dû faire une domicilisation au CCAS de Versailles pour ensuite pouvoir appeler le 115. Déjà, ça prend du temps. Et après, j'ai appelé le 115, je me rappelle. Je venais d'avoir ma domicilisation, j'étais content. J'appelle le 115. Ils me disent, ouais, vous avez votre place, monsieur. J'arrive avec mon gros sac. J'avais un gros sac. J'arrive au 115. Je vois le lit. J'étais content. J'avais mal au dos. J'étais fatigué. J'en pouvais plus. Je m'installe sur le lit. Je sors sur mon téléphone. Je le mets à charger. 10 minutes, ça commence à me gratter. Je comprends pas pourquoi ça me gratte. Ça m'avait jamais gratté comme ça. Ça me gratte jusqu'à que je puisse même pas dormir sur le lit. Je me mets par terre.
je dors par terre, ça me gratte, ça me gratte. Le lendemain, je me réveille et j'apprends que j'avais attrapé la gale. Donc j'ai attrapé la gale. J'ai encore des blessures au niveau du corps hein, qui sont restées des hématomes. À force de gratter, ça m'a fait des blessures dans toute la jambe, au haut du corps, partout. Et ça, là aussi, ça a été compliqué aussi, hein, parce que avec ça, déjà, je partais plus dans les 115. Je voulais plus savoir, je voulais plus entendre parler du 115. Et après, quoi, ça me grattait, ça me grattait, ça me grattait. En plus, vu que j'avais pas une hygiène forcément tous les jours bonne, parce que je pouvais pas forcément me laver, à part faire des toilettes durant l'été. Mais tu vois, le fait que ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, franchement, c'était dur. Hein. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'avais tout ce qui était 115, hébergement T'étais d'urgence, c'était réfractaire, fini. ouais. Je comprends. Et du coup, tu étais à Versailles, mais comment tu t'es construit à travers tous ces regards qui parfois, voire même très souvent, peuvent être méchants? Franchement, moi, vu que je viens du Brésil, j'ai déjà dormi dehors au Brésil, j'ai déjà dormi dans des voitures au Brésil, où ma maison au Brésil était en bois. Je marchais pieds nus toute l'année. Ça veut dire, franchement, le regard des gens, il m'est surpassé. Genre, je les calculais même pas. Je dormais devant la gare, devant tout le monde. Je me réveillais avec des croissants des fois, parce que c'est vrai, des fois, les gens me laissaient des petits croissants quand je me réveillais. Et voilà. En fait, le regard des gens, ça me regarde pas, moi. Tu vois, je sais pas comment vous expliquer. Bien sûr. Je marchais pieds nus toute l'année au Brésil. Il y avait quasiment pas à manger chez moi. Les placards, ils étaient quasiment vides. Et ça veut dire, on connaît la pauvreté depuis. On connaît la galère depuis. Ça veut dire, le regard des gens, ça va rien changer. Mhm. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à dormir dehors. Au début, c'est dans un parc, après dans un parking. Après, même en hauteur, des fois, je dormais sur des toits trucs de l'ascenseur. Je dormais en haut de l'ascenseur. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Après, je dormais un peu partout. Des fois, je dormais pas. Je marchais. Et c'est avec la suite que j'ai pu avoir ma voiture, ma première voiture. J'avais même pas encore le permis. Je dormais dedans et voilà. Et parfois, on dit que ce monde-là est très violent. Nous-mêmes, quand on passe, parfois, on assiste à des bagarres entre SDF, hein, clairement. Ça, c'est des choses qui te sont déjà arrivées? Oui, moi, je me suis déjà bagarré quelques fois. Après, c'est entre nous-mêmes. Hein. C'était pas, je dormais, on est venu m'agresser. Vu qu'à Versailles, on est beaucoup d'SDF. Ils entraînent beaucoup tous ensemble. Il y en a, ils boivent. Ça, déjà, des fois, il y a des embrouilles. Hein, mais bon. Après, moi, je pars du principe que j'étais le plus jeune. Ça veut dire, dès que je suis arrivé à Versailles, que j'ai commencé à traîner avec ces personnes-là, directement, j'ai fait... Pas dire j'ai été méchant, mais j'ai dû... En fait, je sais pas comment vous expliquer. Je me suis imposé direct. Mhm. Ça veut dire, dès qu'on m'a dit un truc de travers, ouais, ta mère, je sais pas quoi, direct, bagarre. Et après, ça m'a fait une image. Et depuis, j'ai eu quoi? Sur un an, 4 bagarres, ça va en vrai. 4 ans, bagarre en sachant que dans la rue, il y a de la hagra, gratuite. Les gens, ils volent ton argent. Après, moi, ça m'est pas arrivé, mais autour de moi, c'est arrivé. J'ai vu des tontons de 34 ans se faire prendre leur argent. Sans peine. Prenaient tout. Laissaient rien. Et ça va, vu que je me suis imposé dès le début, les gens, ils ont commencé à me respecter. Et ça veut dire, j'ai eu quelques bagarres pour des mots ou parce que des petits vols, mais sinon, ça va. Moi, j'ai pas été une victime de ce monde-là, on va dire. Et est-ce que tu voyais quand même de la compassion, même des policiers, hein, même par exemple, qui font généralement leur ronde au niveau de la gare, etc. Est-ce que tu sentais que les gens autour de toi étaient bienveillants, que ce soit les passants, que ce soit, comme je viens de te le dire, les forces de l'ordre, les agents d'accueil? Comment Franchement, c'est mitigé, hein, parce que dans la gare, il y avait des bons agents de sécurité qui étaient bienveillants, mais il y en avait d'autres qui étaient vraiment 7 heures du matin avec ma couette, il faisait froid, ils me disaient dégagez de la gare, alors que j'étais juste en train de dormir. Et voilà, hein, c'était mitigé. Les gens, pareil. Il y a des gens, ils vont te regarder comme si t'étais une merde, comme si t'étais un moins que rien. Et il y a des gens, ils vont chercher à discuter. Pourquoi tu es à la rue? Pourquoi vous êtes aussi jeune à la rue? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'aide? Des fois, je dormais, je me réveillais, il y avait des croissants, il y avait du jus. Tu vois, ça veut dire que tout c'était mitigé, en fait. En plus, Versailles, c'est une ville réputée pour être assez aisée. Bien sûr. Ça veut dire que c'était mitigé. C'était...
deux camps différents. Des fois, il y avait ceux qui étaient méchants et ceux qui étaient là pour ton bien. Mhm. Et je voudrais que tu nous parles là de ton quotidien en tant que SDF. Elle ressemblait à quoi ta journée? On va pas se mentir, hein, la journée, c'est... On va dire c'est tous les jours la même journée. Déjà, quand tu te réveilles, faut que tu t'occupes pour manger, faire ta toilette. Parce que moi, j'essaie toujours de rester propre, un minimum. En fait, je voulais pas que les gens voient que je suis à la rue, même s'ils me voyaient dormir par terre, que je sois propre. Et voilà, le quotidien, c'est entretien, mission locale, CCAS. Après, t'es avec les collègues, ça fume, ça boit. Et ça... Après, moi, j'essaie de trouver du travail. Donc, des fois, j'arrivais à trouver du travail. Mais ça ne durait jamais longtemps parce que travailler et après dormir dehors, c'était compliqué. Et après, ça s'est fait comme ça, hein, tous les jours. Tous les jours. Après, on allait pour manger la Croix-Rouge le soir, elle venait. La Croix-Rouge le soir, elle venait. Et après, le soir, c'était chacun trouver son endroit pour dormir, hein. Après, moi, ça va, j'étais souvent avec des anciens. Et voilà, hein. C'est comme ça. En fait, le quotidien, c'était toujours le même. Dormir soit à la gare, soit dehors, soit dans les parkings. Après, chercher du travail. Enchaîné par les associations. Enfin, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Après, alcool, toujours la même chose. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens que ça avance dans le bon sens pour toi? Franchement, ouais, je pense que ça avance dans mon sens parce que déjà, bah là, ça fait 1 mois et 2 semaines, je pense que je suis chez un ami à moi. Donc, ça m'a permis de bien me reposer, ça m'a permis de rattraper les nuits que j'avais loupées. Donc, de me remettre me remettre bien en forme. Et après, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une visite d'appartement avec ma femme et mon fils. Parce que en fait, dans le foyer où elle est, c'est un foyer qui te permet après de... En fait, il te met dans la vie active. Et là, ça fait 2 ans qu'elle est dans le foyer normal où elle est avec les autres jeunes femmes. Mais après, à la dernière année, ils te mettent dans un appartement extérieur avec le papa en même temps pour voir comment ça se passe. Et après les éducatrices, elles vous aident. Et voilà, hein. Là, ça va dire, là, normalement, si tout se passe bien, dans pas longtemps, je suis dans mon appartement avec ma femme et mon fils. Inch'Allah, si tout se passe bien. Ça va bien se passer. Et tout à l'heure, en off, tu as soulevé un bon point, mais j'aimerais que tu le dises ici, face caméra. Tu as dit qu'il y a un ami à toi qui t'avait aidé, qui t'avait tendu la main. Un ami que tu as rencontré sur les réseaux sociaux. Oui. D'accord, c'est la personne chez qui tu es actuellement. Ouais. Tu peux nous dire face caméra comment vous vous êtes connectés? Alors, franchement, moi, je suis quelqu'un qui faisait des lives tous les soirs. Je fais des lives sur TikTok tous les soirs, tous les soirs. Et j'étais tombé sur un de ses potes à lui. Il était là aussi. Mais on se parlait, mais sans plus. On se parlait en mode tranquille. Et jusqu'à un moment où... Tu vois, on se parlait vite fait, mais sans plus. Jusqu'à un moment où il a fini on va dire, dans un bad buzz sur TikTok. Tu vois, il avait une histoire sur TikTok où il avait un mauvais buzz. Et je sais pas, avec cette situation-là, je pense qu'il lui aussi, ses amis l'ont aussi... Je pense que ses amis l'ont laissé, entre guillemets. Et vu qu'on se parlait un peu, bah, il m'a dit passe à la maison, on discute. Et c'est comme ça que ça s'est fait, hein. Je suis arrivé chez lui, je me rappelle, j'ai conduit jusqu'à chez lui. Et direct, le feeling, il est passé. On a parlé, tout ça. J'ai connu son grand frère. Et après, 2-3 jours après, il m'a dit monte à la maison, en vrai. Il m'a dit reste ici en attendant que pour toi, ça s'arrange. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, hein. Des fois, comme on dit, les amitiés instantanées, elle est plus vraie que les amitiés qui durent depuis longtemps. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Moi, je connais des gens, ils me connaissent depuis que je suis arrivé au Brésil, hein. Je peux pas dire le prénom parce que, tu vois, mais ce mec-là, je l'ai connu depuis que je suis arrivé au Brésil. Et je me rappelle qu'il avait dit devant plein de gens, lui, même s'il pleut, il toque chez moi, je l'ouvre pas la porte. Alors que c'est quelqu'un que j'ai connu quand je suis arrivé en France, je parlais même pas français. C'est pour ça que, tu vois, les amitiés, c'est pas les années qui comptent, hein, c'est la sincérité, hein. Mhm. Et c'est comme ça, avec le temps, j'ai compris qu'en vrai, mes amis, c'est éphémère. Aujourd'hui, ça peut être ton pote, demain, tu le connais plus, et c'est comme ça, c'est la vie, hein. En tout cas, c'est comme ça que j'ai connu. En tout cas, c'est un bon gars. D'accord. C'est un bon gars. Ça fait 1 mois et 2 semaines que je suis chez lui. Après, moi, je suis pas forcément à l'aise parce que c'est pas chez moi.
Mais franchement, ils m'ont mis à l'aise. Sa mère, elle m'a dit, t'es comme mon fils. Oh. Tu peux rester ici tant que tu veux. Son grand frère, il me donne des conseils. Franchement, c'est un endroit où je me sens bien. Mais après, normal, j'ai envie d'aller avec ma femme et mon fils, mais c'est un endroit où je me sens bien. Je dors, je fais mes nuits, pas de paralysie du sommeil, pas de trucs bizarres. Non, franchement, c'est bien chez lui. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Et on le salue au passage, hein. Il faudrait plus de gens comme lui. Ouais, c'est un C'est bon. très bien, Lucas, c'est très bien. Et là, visiblement, les choses vont dans le bon sens et c'est ça qu'on aime clairement. Comment toi, tu vois l'avenir? Là, ton fils, il est scolarisé, je Ouais, suppose. il va à la crèche. Tout. Bah, il va à la crèche, ok, très bien. Madame travaille, Oui. d'accord. Toi, ça va pas tarder, Ouais, Inch'Allah. d'accord. Mais comment toi, tu vois la chose? Tu comptes par la suite retourner au Brésil, tenter de retrouver tes parents biologiques, par exemple? Ou c'est quelque chose que tu mets totalement de côté et tu veux vraiment te focaliser sur ce que tu as actuellement, à savoir ta femme et ton enfant? Franchement, j'attends d'être stable. J'attends d'être dans l'appartement avec ma femme, mon fils, avoir mon travail, ma voiture. Franchement, être posé bien. Et dès que je suis bien, j'irai forcément au Brésil parce que en fait, je me dis que ma mère, elle est décédée, mais au fond de moi, je me dis non, elle est pas. Je sais pas comment vous expliquer. Tu vois, en fait, vu que ma famille était dans le trafic, il y a une grande possibilité que mes parents ils soient décédés. Mais il y a quelque chose qui me dit que, en fait, je veux savoir la vérité. En fait c'est, mes parents aussi m'ont dit, même une psychologue, elle m'a dit que tant que j'aurais pas fait, tant que j'aurais pas la vérité, j'aurais du mal à avancer dans ma vie. Parce que des fois, ça me met pas bien. Des fois, je pense à ma mère, je suis triste. Je sais pas si elle est en vie. Je suis dans le doute. Et donc, ouais, dès que je suis bien, je vais directement au Brésil, je cherche ma mère, mon père. Et je cherche la vérité. Dès que j'ai la vérité, je pense que dans ma vie, ça va aller mieux. Et tu leur dirais quoi? À ma mère, Hmm. je sais même pas. Franchement, je sais même pas. Je pense que ça va être sur le moment. Si je la trouve. En fait, quand je vais aller au Brésil, j'ai parti du principe qu'elle est décédée. Comme ça, je pars pas avec un faux espoir. Mais je sais même pas, je lui dirais quoi, hein. Déjà, à mon père, je lui dirais que je le déteste. Mais en même temps, je lui dirais qu'il m'a grave manqué. Je n'arrive pas à m'expliquer. Parce que mon père, il tapait ma mère. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de haine. Toute mon enfance, j'avais de la haine contre lui. Je lui ai déjà dit en pleine tête que quand je grandirais, je le tuerais. J'ai vu des psychologues à cause de ça. J'ai vu voilà les psychologues. Je n'ai vu vraiment plein de psychologues parce que, arrivé en France, j'avais des idées de meurtre. Je voulais tuer mon père. Je voulais rejoindre un gang. Je pensais qu'à ça. Et voilà, ça veut dire, si je verrais mon père, vu que j'ai grandi, je pense plus de la même façon. Je pense que je lui dirais que je l'aime, mais que m'a vachement déçu. Et je sais pas, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas, tout dépend sa vie comme elle est, s'il est toujours dans le trafic ou pas. Je sais pas vous expliquer. Ça veut dire, l'avenir nous dira peut-être. Bien, 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 bien. Et moi, je veux que tu nous parles aussi de ta femme qui est elle-même était dans une situation de précarité. Euh, Comment elle t'a assisté? Comment elle t'a épaulé? Parce que, tu sais, on dit toujours que, et d'ailleurs à juste titre, et il faut même le souligner, que derrière chaque homme se cache une grande femme, tu vois. Et moi, je veux que tu nous dises comment elle t'a épaulé. Franchement, je sais pas, j'aurais fait quoi s'il n'y aurait pas eu ma femme, hein. En vrai de vrai, hein. Ma femme, elle m'a aidé, en fait, elle travaille depuis un petit moment. Donc, déjà, pour manger, tous les jours des gamelles. Ça veut dire pour manger, j'étais tranquille, en tout cas au moins le midi, parce qu'il y a des horaires dans le foyer. À 20h, elle ne peut plus sortir. Mais ça veut dire, moralement, déjà, elle me soutenait, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, en m'apportant à manger, des vêtements, des couettes. Quand mes couettes elles étaient sales, elle allait m'en acheter d'autres couettes. Et elle m'a même financé. Elle m'a aidé à financer une partie de mes 3 voitures. Elle m'a aidé à financer les 3. Les 3, elle m'a aidé à financer les 3. Et quitte à se mettre des fois un peu dans le rouge, dans le mois, et franchement, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait s'il n'y aurait pas eu ma femme. Je pense que j'aurais craqué. Je pense qu'il n'y aurait pas eu mon fils, j'aurais craqué. Il n'y aurait pas eu mon fils, ma femme, j'aurais fini en prison, j'aurais craqué. J'aurais pas pu tenir. J'étais fragile, stable. Donc, mentalement, j'étais fragile. Dans le cœur, j'étais fragile. Et ma femme, franchement, sans elle, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, hein. Elle était là. Et c'est là qu'on dit qu'une femme, elle sera là avant tes amis. Ça, c'est clair. Avant tes amis. C'est là où j'ai compris
je devais faire la priorité. Et surtout que je me rappelle que ma femme, je l'ai beaucoup négligée. C'est parce que à partir du moment où le foyer, ils avaient l'assistance sociale et le juge, ils avaient refusé que ma femme elle vienne dans l'appartement avec mon fils, je l'avais mis complètement de côté. J'étais parti dans une dépression, je voulais savoir de plus personne. Et quand je me suis retrouvé dans la galère, que j'ai vu que malgré que je l'avais négligée, il y avait qu'elle qui était là vraiment pour moi, c'est là où j'ai compris que derrière tout homme, il y a une grande femme. Mais ça, c'est bien vrai, ça. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Lucas, encore une fois, merci pour ce témoignage. Merci à vous. Clairement, merci pour tes mots. Merci pour ce sourire parce que tu sais, nous, on a toujours tendance à se plaindre pour des futilités finalement. Moi, le premier. Ouais. Mais t'es humble. Mais nous, c'est pire. Et aujourd'hui, clairement, tu nous as scotché. Moi, le premier, tu m'as scotché. Pourquoi? Parce que, voilà, tu as toujours ce beau sourire, tu as toujours ces belles paroles, ces bons mots, le bon ton. Et surtout, tu sais ce que tu veux, mais tu sais surtout ce que tu ne veux pas. Et ça, pour ça, Lucas, je te dis merci. Merci. Franchement, merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Et voilà, ça fait du bien de parler de toute façon. Eh bien, c'est ça. En tout cas, tu sais à quelle porte frapper, Lucas. Merci, ça fait plaisir. Merci. C'était le tiers en compagnie de Lucas pour WSL. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.